Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler de la programmation orientée objet et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en abordant les classes. C'est un concept dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente et cette fois-ci, comme on a une vidéo qui est spécifiquement consacrée à la programmation orientée objet, on va venir approfondir ce concept puisqu'il s'agit du concept fondamental de la programmation orientée objet. On avait vu dans la vidéo précédente que les classes sont simplement des modèles à partir desquels on va pouvoir créer différents objets. Pour définir une classe, on utilise le mot-clé classe, et ensuite on vient donner un nom à notre classe, ici en l'occurrence user, puisque on va définir une classe qui va nous permettre de modéliser des objets qui vont correspondre à des utilisateurs. En général, au sein d'une classe, on utilise bien souvent une première méthode qui est une méthode magique, c'est la méthode init. Et cette méthode init, elle va être déclenchée lorsque on va créer des objets à partir de la classe. Ici, par exemple, on va créer un premier objet à partir de notre classe user. On va l'appeler user1 et on va venir instancier notre classe en invoquant le constructeur comme ceci. Et lorsque on va invoquer le constructeur de la classe user, la méthode init va être déclenchée. En premier paramètre de la méthode init, on va avoir self, et ce paramètre self fait référence à l'instance de la classe. Autrement dit, lorsque on vient créer un premier objet à partir de notre classe, on utilise le constructeur, la méthode init est déclenchée, et dans ce cas, le mot-clé self fait référence à user1. Si on crée un deuxième objet à partir de notre classe, on invoque le constructeur, la méthode init est déclenchée, et dans ce cas, le mot-clé self fait référence à user2. Et l'intérêt de cette méthode init, c'est qu'on va pouvoir rajouter des paramètres qui vont nous permettre de caractériser nos utilisateurs. Alors par exemple, on va rajouter deux paramètres, username et email. Et bien évidemment, lorsque on va invoquer le constructeur, la méthode init est déclenchée, et donc en argument, on va pouvoir renseigner le nom d'utilisateur et l'email. Le simple fait de renseigner les arguments au niveau du constructeur ne va pas suffire pour assigner les propriétés à l'instance de la classe. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est au niveau de la méthode init, utiliser le mot-clé self, qui fait référence à l'instance de la classe, et on va définir des propriétés. On va définir une première propriété username, et au niveau de la valeur associée, on va lui passer la valeur qui a été renseignée en paramètre. Et on va faire la même chose pour l'email. On va définir une nouvelle propriété email rattachée à l'instance de la classe, et au niveau de sa valeur, eh bien, on va lui passer la valeur qui a été renseignée en paramètre. Et comme ça, on a créé deux propriétés, username et email, qui vont venir caractériser nos utilisateurs. En plus des deux premières propriétés, notez que on peut également créer des propriétés sans utiliser forcément les paramètres du constructeur. Par exemple, on pourrait définir une nouvelle propriété permission, et ici on va mettre une liste de permissions, et par défaut on va dire que nos utilisateurs auront une seule permission, view, pour voir des données. Tout ça pour dire que on n'est pas forcément obligé d'utiliser systématiquement des paramètres pour créer des nouvelles propriétés
de notre classe. En plus des propriétés qui vont venir caractériser nos objets, on va avoir également des méthodes. Les méthodes vont permettre aux objets d'effectuer des actions. Alors ici, on a une première méthode, c'est une méthode magique, la méthode init, qui correspond au constructeur, mais on peut très bien créer nos propres méthodes. Par exemple, dans le cas de la classe user, il pourrait être intéressant d'avoir une méthode login qui va nous permettre de connecter nos utilisateurs. En paramètres, on passe toujours self, qui fait référence à l'instance de la classe, et ici, simplement, pour la fonctionnalité de login, on va juste afficher un message. On va utiliser une fstring. On va venir chercher le nom d'utilisateur de notre objet. Pour ça, on utilise la propriété username sur self, qui fait référence à l'instance de la classe. Et comme ça, on va pouvoir dire que notre utilisateur est maintenant connecté. Alors on pourrait vérifier que cette première méthode, login, fonctionne correctement sur nos deux objets. On va venir invoquer la méthode login sur l'objet user1 et on va faire la même chose sur le deuxième objet. On exécute le script et on obtient bien le résultat attendu. Tom est maintenant connecté et Zoé est maintenant connectée. Alors on pourrait dans la foulée rajouter une autre méthode. On va créer cette fois-ci une méthode pour vérifier si notre utilisateur possède bien une permission en particulier. Pour ça, on renseigne toujours le mot-clé self et ensuite on a un paramètre qui va correspondre à la permission que l'on souhaite vérifier. Et pour cette deuxième méthode, simplement, on va retourner un booléen et on va aller regarder si la permission qui a été passée en paramètre est bien inclue dans la liste des permissions. Alors on pourrait tester cette nouvelle méthode sur nos deux objets user. Et ici, on va aller s'assurer que notre utilisateur a bien la permission view. On exécute le script et on obtient bien true à chaque fois. Autre concept fondamental de la programmation orientée objet, c'est le concept d'héritage. L'idée, c'est que on va pouvoir créer des sous-classes qui vont hériter de toutes les propriétés et de toutes les méthodes d'une classe parente. Dans notre exemple, on pourrait créer une classe admin user qui va être une sous-classe de la classe user. Pour ça, on va rajouter des parenthèses et entre les parenthèses, on va venir rajouter la classe parente, ici en l'occurrence user. Et on vient signifier par là que admin user est une sous-classe de la classe user, autrement dit que admin user étend la classe user et va donc récupérer toutes les propriétés et toutes les méthodes de la classe user. À l'intérieur de cette sous-classe, on pourrait également définir une méthode init. On va reprendre les paramètres self, username et email. Et ici, on pourrait assigner les propriétés username et email, et au niveau des valeurs, on vient renseigner les valeurs qui ont été passées en paramètres. Mais en réalité, on pourrait faire les choses plus simplement en utilisant super, qui va correspondre à la classe parente. Ici, en l'occurrence, super correspond à la classe user. Et comme on a déjà une méthode init au niveau de la classe user, on va pouvoir utiliser la méthode init de la classe user grâce à super. Et en paramètre, on vient renseigner
le nom d'utilisateur et l'email. Donc, cette ligne de code, elle vient invoquer la méthode init de la classe user. Et donc, on vient créer les trois propriétés username, email et permissions. Alors, on pourrait créer des nouveaux objets à partir de la sous-classe admin user. On invoque le constructeur. En argument, on vient renseigner le nom d'utilisateur et l'email. Lorsque on invoque le constructeur, la méthode init est déclenchée. Et à l'intérieur de la méthode init, on vient déclencher la méthode init de la classe user. Et donc, on vient créer les trois propriétés. Et à notre disposition, on a également accès aux méthodes de la classe parente. On va pouvoir utiliser sur notre nouvel objet issu de la classe admin user la méthode login. On exécute le script et ça fonctionne. Alors bien évidemment, dans le cas des utilisateurs qui vont être des administrateurs, ce que l'on pourrait faire, c'est redéfinir la liste des permissions. Dans le cas des utilisateurs standards, on a seulement une permission, mais pour les administrateurs, ils vont avoir accès à toutes les permissions. Au niveau du constructeur, on va venir redéfinir la liste des permissions. Et pour les administrateurs, on va leur donner toutes les permissions. View, Edit, Delete et Add, par exemple. Et on pourrait vérifier que notre objet user3, issu de la classe admin-user, possède bien, par exemple, la permission Edit. Et on obtient bien True, alors que si on avait renseigné cette permission pour un utilisateur créé à partir de la classe user, on aurait obtenu false. Les utilisateurs admin user ont bien plus de possibilités que les utilisateurs standards. Autre chose que l'on pourrait faire également dans notre sous-classe, c'est rajouter des méthodes qui vont être spécifiques aux administrateurs. Et donc encore une fois, les administrateurs auront plus de possibilités que les utilisateurs standards. Par exemple, on pourrait définir une méthode qui va permettre de rajouter des permissions à d'autres utilisateurs. En premier paramètre, on a toujours self. En deuxième paramètre, on va passer un utilisateur auquel on souhaite rajouter une permission. Et en dernier paramètre, on va renseigner la permission que l'on souhaite rajouter. Et à l'intérieur de cette méthode, on va commencer par utiliser une condition. On va vérifier que la permission qui a été passée en paramètre n'est pas déjà présente dans la liste des permissions pour l'utilisateur sur lequel on souhaite rajouter des permissions. Et si elle n'est pas déjà présente, eh bien on va prendre l'utilisateur qui a été passé en paramètre et on va venir lui rajouter cette nouvelle permission. Et en plus, on va rajouter un message en disant que la permission a bien été donnée à l'utilisateur. On va vérifier que cette nouvelle méthode fonctionne correctement. On prend notre objet user3 et comme cet objet a été créé à partir de la classe admin-user, il a accès à cette nouvelle méthode add permission, qui n'est pas présente par contre
pour les objets qui ont été créés à partir de la classe user. En premier argument, on vient renseigner un utilisateur. Alors on va passer user1 qui avait été créé à partir de la classe user et on va lui rajouter la permission delete par exemple. Et ensuite, on va s'assurer que notre objet user1 possède bien cette nouvelle permission. On exécute le script et ça fonctionne. Alors, autre chose que l'on va pouvoir faire également avec nos sous-classes, c'est redéfinir certaines méthodes. C'est un peu ce que l'on a fait ici avec la méthode init. En définitive, on a redéfini le constructeur d'origine qui était présent dans la classe user. Donc on a apporté une définition légèrement différente du constructeur dans la sous-classe. Mais on pourrait faire ça également avec d'autres méthodes. Par exemple, on pourrait redéfinir la méthode login de la classe de base et rajouter des fonctionnalités différentes dans la sous-classe. Alors c'est ce que l'on va faire ici. On va venir redéfinir la méthode login. Comme dans le cas du constructeur, on pourrait invoquer la méthode login de la classe de base. Pour ça, on utilise super, qui correspond à la classe de base, et on vient chercher la méthode login. Donc à ce stade, on récupère exactement la même fonctionnalité que dans la méthode de la classe de base, mais par contre, pour la sous-classe, on va rajouter un message pour signifier que on se connecte bien en tant qu'administrateur. Et si on reprend notre utilisateur 3 qui a été créé avec la classe admin_user, lorsque on déclenche la méthode login, on a bien notre message supplémentaire qui nous indique que notre utilisateur est un administrateur. On a vu les deux principes fondamentaux de la programmation orientée objet, les classes et l'héritage. Et maintenant, on comprend comment fonctionnent les objets en Python. Et ça vaut également pour les types intégrés qui, en définitive, vont fonctionner comme des classes. Par exemple, on se rappelle de la première vidéo de la série sur les chaînes de caractères. On avait vu que on pouvait créer une chaîne de caractères directement comme ceci, mais on pourrait également créer une chaîne de caractères en utilisant le constructeur string. Et ce constructeur, il va fonctionner de la même manière que nos constructeurs que l'on a créés par nous-mêmes, admin_user et user. Et donc, entre parenthèses, on peut venir renseigner la valeur de notre chaîne de caractères. Et comme ça, on vient bien créer une instance particulière de la classe string. La première expression est juste un raccourci de la deuxième, mais en réalité, ce que l'on fait bien, c'est créer une instance de la classe string. Et sur les objets que l'on a créés à partir de la classe string, on va avoir accès également à tout un tas de méthodes intégrées. On pourrait par exemple mettre notre message en majuscule et ensuite on va enchaîner avec la méthode replace et on va changer world et à la place on va mettre Python.
On exécute le script et voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait également, dans les classes que l'on a définies par nous-mêmes, enchaîner les méthodes. Alors on va revenir au niveau de la classe user et pour pouvoir enchaîner les méthodes, simplement ce qu'il faut faire, c'est à la fin d'une méthode, comme login par exemple, retourner l'instance de la classe. On vient retourner l'objet et comme on retourne l'objet, eh bien on peut à la suite sur cet objet utiliser une autre méthode. Alors pour l'exemple, on va venir créer d'autres méthodes que l'on va pouvoir enchaîner. On va créer une méthode logout et on va également créer une méthode show qui va permettre d'afficher les informations de l'utilisateur. On va d'abord afficher le nom d'utilisateur, l'email et ensuite les permissions. Alors dans le cas des permissions, on a affaire à une liste. Alors on va venir joindre les différents éléments de la liste et on va les séparer par des virgules. Et comme à chaque fois on retourne self, on retourne l'objet qui a été créé par la classe, sur cet objet, on peut enchaîner avec une autre méthode. Alors on va faire la même chose ici dans notre sous-classe admin user et pour la méthode login, on va également retourner self. Et on va vérifier que tout ça fonctionne correctement. On va revenir tout en bas du script et on va créer un nouvel utilisateur. Et sur ce nouvel utilisateur, on va d'abord utiliser la méthode login pour connecter l'utilisateur. Ensuite, on va enchaîner avec la méthode show pour montrer les informations. Et une fois qu'on aura montré les informations, on va déconnecter l'utilisateur. On exécute le script et on voit que ça fonctionne correctement. On arrive bien à enchaîner les différentes méthodes. Alors maintenant, pour revenir sur les propriétés, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut bien distinguer les attributs et les méthodes. Ici, dans le cas de notre classe user, on a bien trois attributs, username, email et permissions, qui vont être en définitive des variables qui vont caractériser nos objets user. Et on a quatre méthodes qui sont donc des fonctions et qui vont permettre à nos objets d'effectuer des actions. Donc on garde bien en tête la distinction entre les attributs et les méthodes. Pour ce qui est des attributs, on va pouvoir y accéder directement, comme ceci. Et de la même manière, on va pouvoir modifier directement les attributs, comme ceci. Ici, on vient renseigner une nouvelle valeur pour l'email de l'utilisateur 4. On exécute le script et on voit qu'on a bien réussi à changer la valeur de cet attribut. Alors dans certains scénarios, c'est quelque chose que l'on va vouloir éviter et il existe bien des mécanismes pour restreindre l'accès
et la modification des attributs. Et on en reparlera sans doute dans une autre vidéo. Alors notez également que on peut faire la même chose, c'est-à-dire accéder et modifier des attributs en utilisant des fonctions globales. On a la fonction setAttribute. En premier argument, on va renseigner l'objet que l'on souhaite modifier. En deuxième argument, on va renseigner le nom de l'attribut concerné. Par exemple, on va modifier à nouveau l'email. En dernier argument, on va pouvoir renseigner la valeur que l'on souhaite mettre à jour. On va mettre alice@mail.com. On utilise la méthode show et on voit que à nouveau, grâce à cette fonction globale, on a réussi à modifier la valeur de l'attribut email pour l'objet user4. De la même manière, on a également la fonction getAttribute qui va permettre simplement de récupérer la valeur de l'attribut. Par exemple, on va aller chercher la valeur de l'attribut username. Autre fonction globale très intéressante que l'on va pouvoir utiliser avec les classes, c'est la fonction isInstance qui permet de vérifier si un objet est bien une instance d'une certaine classe. Par exemple, on va prendre l'objet user et on pourrait aller vérifier si cet objet est bien une instance de la classe admin user. On exécute le script et on obtient false. Par contre, si on vérifie si l'objet user1 est bien une instance de la classe user, cette fois-ci, on obtient true. Autre chose que l'on va pouvoir faire avec les classes en Python et que l'on ne peut pas forcément faire dans les autres langages de programmation, on va pouvoir hériter de plusieurs classes en même temps. Pour l'exemple, on va venir créer une nouvelle classe, logger. On va avoir dans cette classe une méthode init qui va être invoquée lorsque on va construire des nouveaux objets logger. Et ici, simplement, on va avoir une propriété log qui, au départ, va être une liste vide. Et ensuite, on va définir une méthode pour ajouter des messages dans le journal de log. En deuxième paramètre, on vient donc rajouter le message. Et lorsque on va exécuter cette méthode, on va prendre le journal de log et on va rajouter à l'intérieur de la liste le message qui a été passé en paramètre. Et ensuite, on va également afficher le message. Alors on pourrait venir également rajouter la date. On va importer date time. On va utiliser une f-string. On va afficher le moment du log et le message. Et comme ça, on a créé une nouvelle classe. On pourrait venir créer des objets à partir de cette classe. Mais ici, ce que l'on va faire, c'est créer une autre classe pour définir un nouveau type d'utilisateur. Il va s'agir d'utilisateurs que l'on va pouvoir loguer. Et donc avec cette nouvelle classe, on va venir hériter non seulement de la classe user, mais on va également hériter de la classe logger. Et donc on va avoir accès
aux attributs et aux méthodes à la fois de la classe user, mais également de la classe logger. Et ici, on pourrait définir une méthode init. À nouveau, on va reprendre le nom d'utilisateur et l'email. Et simplement, dans ce constructeur, eh bien, on va venir invoquer d'abord le constructeur pour les objets user, et ensuite, on va venir invoquer le constructeur des objets logger. Et comme ça, on va bien initialiser la classe user et la classe logger. Et on pourrait créer des nouveaux utilisateurs à partir de cette classe. On vient renseigner le nom d'utilisateur et l'email. Et avec ces nouveaux utilisateurs, on peut utiliser les méthodes de la classe user, mais on peut également utiliser les méthodes de la classe logger. On va rajouter un message dans le journal de log, comme ceci. On exécute le script et on voit que tout fonctionne correctement. Alors on le voit, cette possibilité d'hériter de plusieurs classes en même temps, elle est intéressante, et on pourrait se demander pourquoi c'est une possibilité qui n'est pas présente dans la plupart des langages de programmation. Et c'est simplement parce que la faculté d'hériter de plusieurs classes en même temps pose également des problèmes. On va montrer un premier exemple de ça. On va revenir au niveau de notre classe logger, et on va rajouter une nouvelle méthode, show. Et ici, simplement, on va venir afficher les derniers messages du journal de log. On va séparer les messages par des points-virgules et on va récupérer seulement les 3 derniers messages. Et on le voit tout de suite, le problème qui se pose, c'est que lorsque on va hériter de nos deux classes, dans la classe loggable user, on va avoir accès aux méthodes de user et aux méthodes de logger. Et le problème, c'est que on a une méthode show dans la classe logger, mais on a également une méthode show dans la classe user. Et donc, quelque part, les deux méthodes vont rentrer en conflit. Alors, on va voir quelle méthode va être privilégiée. Par exemple, on va venir rajouter quelques messages dans le journal de log. Et ensuite, sur notre objet, on va utiliser la méthode show. Et on voit que dans ce cas, c'est la méthode show de la classe user qui est privilégiée. Simplement parce que Python utilise un ordre de résolution des méthodes, et comme ici on étend d'abord la classe user, eh bien c'est la méthode show de la classe user qui est privilégiée. Par contre, si on inverse l'ordre, et que on vient d'abord étendre la classe logger et ensuite la classe user, si on exécute à nouveau le script, on voit que l'ordre de résolution des méthodes a été changé et c'est maintenant la méthode show de la classe logger qui est privilégiée. On pourrait également avoir le même type de problème avec les attributs. Alors on va montrer également un exemple de ça. On va revenir dans la classe user
et on va rajouter un nouvel attribut, status, et par défaut, on va dire que les utilisateurs seront actifs. Ensuite, on va rajouter une méthode qui va simplement permettre de changer le statut. Et dans ce cas, on va le passer à inactif. Et on va faire quelques modifications également dans notre classe logger. Au moment de l'initialisation, on va également rajouter un statut. Et par défaut, on va dire que nos objets logger auront un statut info. Et on va utiliser le statut lorsque on va écrire un message dans le journal de log. Et ensuite, dans notre classe loggable user, qui hérite à la fois de logger et de user, on va définir une nouvelle méthode, deactivate end log. On va venir utiliser la méthode writeLog. On va rajouter un nouveau message. Et ensuite, on va utiliser la méthode deactivate. Et on va voir ce qui se passe lorsque on essaye d'afficher d'abord le statut et que ensuite on utilise la fonction deactivate endlog et ensuite on va à nouveau afficher le statut. On exécute le script et on voit que au départ, on a le statut qui vaut info. Ensuite, on utilise la fonction deactivate endlog et ensuite on a le statut qui est passé à inactif. Donc il y a une sorte de confusion entre le statut de la classe user et le statut de la classe logger. Alors pour comprendre pourquoi on a d'abord info ici, il faut revenir au niveau de la méthode init de loggable user. On vient d'abord invoquer la méthode init de user, et donc lorsque on initialise les objets user, on a le statut qui passe à actif. Mais ensuite, toujours dans le constructeur de loggable user, une fois qu'on a initialisé la classe user, on vient initialiser la classe logger. Et donc, le statut qui était à actif, il passe désormais à info puisque on utilise la méthode init à la suite dans la classe logger. Et c'est la raison pour laquelle on obtient d'abord ici info. Ensuite, eh bien, on vient exécuter la méthode deactivate endlog. On vient loguer le statut qui est bien à info, sauf que à la suite, on vient exécuter la méthode deactivate, qui est la méthode de la classe user et qui vient changer le statut pour le passer à inactif. C'est la raison pour laquelle on a d'abord un statut de info et ensuite inactif. Et on voit tout de suite à quel point ça peut rapidement créer des problèmes lorsque on va hériter de plusieurs classes qui vont potentiellement avoir des attributs similaires. Ensuite, autre concept important de la programmation orientée objet, c'est le concept de classe abstraite. L'idée, ça va être de pouvoir créer des classes qui ne vont pas être instanciables directement, mais qui vont seulement servir de modèle pour différentes sous-classes. Et à l'intérieur des classes abstraites, on va pouvoir rajouter des méthodes dites abstraites pour lesquelles on ne va pas fournir d'implémentation directement au niveau de la classe abstraite,
mais qui par contre devront être implémentés dans toutes les sous-classes qui héritent de la classe abstraite, pour pouvoir justement concrétiser la classe abstraite. Alors ça peut être un peu confus dit comme ça. Le plus simple, c'est toujours de repartir d'un exemple. Alors ce que l'on va faire, c'est transformer notre classe user en une classe abstraite. On va venir copier la classe et on va se remettre en bas du script et on va coller la classe user. Et pour transformer cette classe en une classe abstraite, on va venir importer ABC pour abstract class et on va également importer le décorateur abstract method. Pour transformer la classe user en une classe abstraite, il va suffire de faire hériter user de ABC. Et comme ça, on obtient une classe abstraite. Alors, en réalité, pour avoir véritablement affaire à une classe abstraite, en Python, il faut au moins une méthode ou une propriété abstraite. Alors, c'est ce que l'on va faire. On va rajouter au moins une méthode abstraite. On va l'appeler access dashboard. Et il va s'agir d'une méthode abstraite. Alors pour ça, on va la marquer comme abstraite en utilisant le décorateur abstract method. Et donc on a affaire à une méthode abstraite. Autrement dit, on ne va pas être obligé de fournir d'implémentation ici au niveau de la classe abstraite. Donc on peut mettre simplement pass. Et par contre, dans toutes les sous-classes qui vont hériter de la classe abstraite, on sera obligé de fournir à chaque fois une implémentation pour cette méthode Access Dashboard. Et bien évidemment, chaque sous-classe aura sans doute une implémentation différente pour cette méthode. Alors, le concept de classe abstraite fait que, en théorie, on ne peut pas instancier directement des objets à partir de la classe abstraite. Par exemple, ici, si on crée un nouvel objet user et que on essaye d'instancier directement notre classe abstraite, on devrait tomber sur une erreur. On exécute le script et on obtient bien une erreur puisque on n'est pas censé instancier directement la classe abstraite. Alors par contre, ce que l'on pourrait faire, c'est reprendre notre classe admin user que l'on avait créée plus haut et on va venir la coller juste ici. On va venir commenter cette ligne de code pour éviter d'avoir des erreurs. Et ici, on a donc bien affaire à une sous-classe de la classe user. Et la classe user étant une classe abstraite, la sous-classe admin user vient concrétiser la classe abstraite. Alors à nouveau ici, si on essaye de créer un nouvel objet user en utilisant admin user, on devrait tomber sur toujours la même erreur qui nous indique en définitive que il faudrait fournir une implémentation pour la méthode abstraite access dashboard. Et effectivement, on se rappelle ici, dans la classe abstraite, on a bien la méthode access dashboard, mais elle est marquée comme étant abstraite, donc on ne fournit pas d'implémentation ici. Mais par contre, dans la sous-classe qui va concrétiser la classe abstraite, on va être obligé de fournir une implémentation. Et ici, simplement, dans le cas de l'administrateur, on va venir
afficher un message, accès complet au tableau de bord. Tous les utilisateurs qui seront admin auront l'accès complet au tableau de bord. Et donc maintenant, on va pouvoir instancier la classe concrète et également utiliser la méthode Access Dashboard qui a été concrétisée. On exécute le script et cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Alors bien sûr, le véritable intérêt des classes abstraites, ça va être de créer différentes sous-classes qui vont venir concrétiser la classe abstraite. Dans notre exemple, on pourrait créer une nouvelle classe, guest user, qui va hériter de la classe abstraite user. À l'intérieur, on va définir à nouveau une méthode init avec les paramètres. On va venir ici invoquer la méthode init de la classe parente en lui passant les paramètres. Et dans le cas des utilisateurs qui seront des guests, on va définir les permissions et on va seulement donner la permission view pour que les utilisateurs puissent seulement voir les pages. Alors d'ailleurs, au passage, si on revient au niveau de notre classe abstract user, ici, on pourrait simplement mettre une liste vide au niveau des permissions. Et ça serait tout à fait logique puisque on a affaire à une classe abstraite, donc qui n'est pas instanciable directement, et qui sert seulement de modèle pour les sous-classes. Et donc ici, on vient juste créer l'attribut permission, et ça va être aux différentes sous-classes concrètes de fournir eh bien, une liste de permissions spécifiques en fonction des différents types d'utilisateurs. Alors si on revient au niveau de notre classe guest user, comme c'était le cas pour admin user, il va falloir également fournir une implémentation spécifique pour la méthode access dashboard. Et ici, on va dire simplement accès limité au tableau de bord. Et en définitive, ce que l'on va pouvoir faire avec nos deux classes concrètes, c'est traiter différemment nos objets en fonction qu'ils sont du type admin user ou guest user. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est le fait de traiter différemment les objets en fonction des sous-types. Par exemple, ici, si on crée une fonction show dashboard, en paramètre, on va passer un utilisateur et il pourra s'agir soit d'un utilisateur de type admin ou bien un utilisateur de type guest. Mais ici, au niveau de la fonction, on va rester très vague et on pourrait même spécifier le type en disant qu'on accepte tout type d'utilisateur, c'est-à-dire toute forme de sous-classe qui viendrait concrétiser la classe abstract user. On reparlera d'ailleurs peut-être du typage en Python dans une vidéo ultérieure. Mais toujours est-il que dans cette fonction, eh bien, on va pouvoir passer des utilisateurs et bien évidemment, le comportement sera différent en fonction de si on passe un utilisateur admin ou bien un utilisateur guest. Alors ici, au niveau de la fonctionnalité, on pourrait peut-être rajouter une petite latence. On va mettre accès au tableau de bord. Ensuite, on va attendre pendant 3 secondes et ensuite, on va utiliser
la méthode Access Dashboard. Et ça va fonctionner puisque toutes les sous-classes de user sont obligées d'avoir une implémentation spécifique pour Access Dashboard. On va s'assurer que tout fonctionne. On va venir créer de nouveaux objets. Un admin et un guest. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre nouvelle fonction Show Dashboard, aussi bien avec nos utilisateurs qui sont admins que avec nos utilisateurs qui seront des guests. Et bien sûr, la fonction va réagir différemment en fonction du type. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. C'était une première partie sur la programmation orientée objet. Il reste encore pas mal de choses à dire sur ce paradigme de programmation, alors on verra peut-être la suite dans une deuxième vidéo consacrée à la programmation orientée objet. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.